De retour sur le plateau d'LMTV pour parler voyage, aventure lointaine avec Pascal Coconnier qui est notre invité. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Pour parler d'un séjour de 50 jours au Tadjikistan. Alors la question que j'ai envie de vous poser, même si j'ai une petite idée, où se trouve le Tadjikistan pour ceux qui ne le sauraient pas? Le Tadjikistan qui effectivement fait partie de ces pays un peu très méconnus de la part des Européens. C'est un pays d'Asie centrale en fait. Donc pour le situer, il touche la Chine, l'Afghanistan et le Kyrgyzstan et l'Ouzbékistan. Donc c'est, je dirais, à l'ouest de la Chine et au sud de la Russie, en gros. Alors Pascal, vous avez déjà épinglé à votre palmarès de nombreux raids, on va dire, notamment dans ces pays voisins, bon, en Russie aussi. Enfin, bon, on ne va pas dire que c'est un peu banal, plus banal en l'occurrence que ce voyage au Tadjikistan. Pourquoi? Quelle mouche vous a piqué pour aller gravir? Parce que bon, c'est vrai que c'est quand même assez montagneux, cette région. Le point de départ, c'est le départ à la retraite en 2016, où je me suis posé la question de ce que j'avais envie de faire. Et en réfléchissant, je me suis aperçu que ce que j'avais envie de faire, c'était voyager, me dépenser physiquement, découvrir d'autres civilisations que la nôtre, et partir en solo, en solitaire, pour le plaisir de voyager tout seul. Et effectivement, j'ai commencé par aller à Saint-Pétersbourg. Donc de Sablé, je suis allé à Saint-Pétersbourg. Un voyage très enrichissant et très intéressant. Beaucoup de choses à voir en route, mais qui m'a un peu déçu sur le plan des paysages, parce que c'était tout plat. Et donc depuis, j'ai choisi effectivement d'aller plutôt dans des zones montagneuses qui offrent des paysages plus majestueux. Bon là, vous avez été servi, hein, parce que je crois qu'il y a des pics à plus de 4000 mètres, c'est ça? Il y a des cols à plus de 4000 mètres. Il y a le sommet du pays est à plus de 7000 mètres, puisqu'on est en fait dans la chaîne, c'est le début de la chaîne de l'Himalaya. Ouais. Donc il y a des pics à plus de 7000 mètres, et j'ai franchi un col à 4800 mètres. À vélo, il y a moyen, ou alors c'est vraiment des pistes Alors, officiellement, c'est une route, c'est même une autoroute. C'est la Pamir Highway, donc qui traverse le pays et qui passe à un moment, effectivement, du côté de Mourghab, à l'est du pays, qui passe à un col, Lac Baïtal, qui est à 4800 mètres. Alors la chaleur, le froid, beaucoup plus haut, tout ça sont des conditions atmosphériques, météorologiques auxquelles vous avez été confronté? Oui, j'ai eu les deux, là, parce qu'au début, donc, je suis parti de Tachkent en Ouzbékistan, et j'ai traversé des régions un peu désertiques. Et puis très rapidement, quand je suis monté après, et là il faisait très très chaud au début, j'ai vraiment souffert de la chaleur. Et après quelques jours, l'ascension a fait que ça s'est rafraîchi. Mais il a fallu arriver autour de 3000 mètres pour commencer à trouver de la fraîcheur. Jusqu'à 2000-2500 mètres, j'avais encore chaud. Et après, par contre, j'ai souffert du froid pendant plusieurs jours d'affilée. Oui. Alors, est-ce que le vélo était aussi autant en forme que vous? Le vélo est très très en forme. Mon brave Colibri que je traîne depuis 2016 me rend les services dont j'ai besoin, et il a cette qualité. Il a un défaut, c'est d'être un peu lourd. On le voit sur les images. Voilà, il est un peu lourd, il fait 20 kilos à vide, donc c'est beaucoup. Mais par contre, il est d'une robustesse à toute épreuve, puisque au cours de mes 5 voyages, je n'ai pas connu d'ennui mécanique majeur. Juste quelques crevaisons. Alors oui, ça a été un peu la mauvaise surprise de cette expédition, puisque je n'avais crevé qu'une seule fois lors de mes 4 voyages précédents, et j'en avais presque oublié que je pouvais crever. Et là, cette fois, j'ai eu droit à 7 crevaisons durant le voyage. Bon, alors parlez-nous surtout, moi je suis impatient de savoir comment l'accueil des autochtones, comment ça s'est passé. Alors c'est une des raisons pour lesquelles je vais dans ce type de pays, pays pauvre, très très pauvre. C'est le pays le plus pauvre de la CEI, la communauté économique autour de la Russie. C'est le pays le plus pauvre de l'ancienne URSS en fait. Et la qualité des gens dans ces pays-là, c'est vraiment la qualité de l'accueil. Et notamment dans la région est du pays, qui est donc le Pamir, région très élevée, qui est des hauts plateaux à plus de 4000 mètres. Et on reçoit de la part de ces gens-là un accueil exceptionnel. Sur mon voyage, j'ai été hébergé dans des familles une quinzaine de fois, une quinzaine de nuits sur les 50. Et ça se passait souvent de la même façon, c'est que je m'adressais à une famille pour demander l'autorisation de planter ma tente dans un coin de jardin ou un coin d'herbe. Et ça se transformait la plupart du temps en accueil à la maison.
on me faisait signe, chai, c'est le thé, hein, viens boire le thé. Alors quand vous buvez le thé, en fait, la table est garnie d'un tas de plats, et donc vous mangez à satiété, et ensuite on vous propose de dormir dans la maison. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est un voyage qui a duré 50 jours, hein, c'est ça. Vous avez passé 25 jours, la moitié, soit chez l'habitant. Non, la moitié sous la tente, une quinzaine de jours chez l'habitant. Chez l'habitant. C'est quoi, c'est les tentes, des yourtes peut-être aussi? Non, il y a pratiquement pas de yourte. J'en ai connu beaucoup au Kirghizistan, mais au Tadjikistan, il n'y a pas de yourte. Ce sont des maisons, et notamment dans la région du Pamir, des maisons tout à fait extraordinaires, structure bois, avec des 5 piliers qui déterminent une grande salle commune qui sert un petit peu à tout. C'est extraordinaire parce qu'ils y mangent, ils y dorment, ils y font la fête. Et il n'y a pas comme chez nous ce cloisonnement des maisons. Chez nous, on n'accueillera pas un étranger si on n'a pas une chambre disponible. Chez eux, la question ne se pose pas, puisque c'est une pièce commune, tout le monde dort dans la pièce commune, donc il y a toujours une place pour l'étranger qui arrive. Et ils ont l'électricité, là pour certains, ceux qui sont peut-être plus bas dans la vallée, en revanche? Pas partout. Pas partout. Ouais. Il y a des régions qui n'ont pas l'électricité, certains ont des groupes électrogènes. Dans la vallée de Bartang, qui est une des zones les plus isolées du pays, les gens ont l'électricité depuis 2022 seulement. Oui. Donc c'est extrêmement récent, parce qu'il y a eu un tremblement de terre très important en 2015 qui a détruit la plupart des maisons dans certains villages. Et donc l'État s'est décidé à faire quelque chose pour ces gens-là. Et l'arrivée de l'électricité a évidemment changé leur vie. Et de quoi vivent ces gens? De l'agriculture, de la culture, C'est vraiment une économie de subsistance, c'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas au sens où ils ne vont pas au boulot tous les jours, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de bureau, donc ils travaillent toute la journée simplement pour cultiver leur lopin de terre, donc un potager, un peu de blé pour faire la farine, pour avoir du pain toute l'année, et un peu de bétail, donc une vache pour avoir le lait, des poules pour avoir des œufs, et c'est une économie de subsistance uniquement. Bon, il n'y avait pas de yogourt, mais en revanche, vous avez dû manger du yogourt. Peut-être. Alors j'ai mangé des yogourts un peu particuliers, puisqu'il y a des élevages de yak dans certaines vallées. Au lait de yak. Et ça m'a donné l'occasion de manger du beurre de yak, de manger effectivement du fromage blanc fait à partir de lait de yak. C'est un peu fort, légèrement aigre, mais c'est pas désagréable du tout. Et en dehors de ces laitages, de quoi se nourrissent-ils? La viande, principalement? Alors, ils mangent de la viande, mais à petite dose, je dirais. Ils mangent énormément de pommes de terre. Ils mangent des pâtes, beaucoup de pâtes, parce que ce sont des choses évidemment pas chères. Alors, dans la période où j'y étais, il y a quand même des fruits et des légumes, puisque la période d'été permet quand même d'avoir des récoltes intéressantes. Mais en période d'hiver, il n'y a plus du tout ces produits-là. Et comme les pistes sont absolument dans un état désastreux, les temps de parcours sont extrêmement longs, les livraisons sont quasi inexistantes. Donc, ils vivent vraiment en autarcie avec ce dont ils disposent. Et Pascal, comme toujours, depuis 2016, vous voyagez seul? Oui, je voyage seul. Et ça s'est bien passé? Vous n'avez pas été... Non, aucun problème. Ouais. Alors, on me pose souvent cette question, effectivement, de la sécurité par rapport aux gens. Bon, j'ai coutume de dire qu'il y a beaucoup plus de gens bienveillants que de gens malveillants partout sur la planète. Et j'ai cette chance de n'avoir jamais eu de soucis, jamais d'agression ni rien. Mais dans ce pays, en particulier au Tadjikistan, je me suis vraiment senti totalement en sécurité. J'ai laissé le vélo, y compris en ville, sans l'attacher. Aucun problème de sécurité dans ce pays. Ouais, vous avez parlé tout à l'heure de solidarité, d'amitié. Vous avez d'ailleurs ramené on va dire un couvre-chef, parce que je ne sais pas comment on l'appelle. C'est le chapeau typique du Pamir, puisque cette région extrêmement montagneuse et très pauvre. Et c'est un chapeau auquel je tiens beaucoup, parce qu'il m'a été offert par... des jeunes femmes qui m'ont aidé d'ailleurs, parce que j'ai eu des soucis financiers, de carte bancaire qui ne fonctionnaient pas. Et à un moment, j'ai été dépanné financièrement par des personnes. J'étais à l'autre bout du pays, elles m'ont fait confiance, elles m'ont prêté de l'argent en me faisant un transfert d'argent à l'autre bout du pays. Et quand je suis revenu et que je leur ai rendu l'argent, eh bien, elles m'ont fait cadeau de ce magnifique chapeau qu'elles sont allées chipper dans la garde-robe de leur papa. Donc c'est un vrai, c'est pas un chapeau de touriste. Parce que paradoxalement, c'est des moments de solitude que vous recherchez, mais j'imagine que quand vous avez quitté ces gens,
ça doit être dur aussi, sentimentalement, parce que vous en parlez, ce sont des gens généreux. Leur générosité fait tellement de bien, et c'est vrai qu'au moment de les quitter, il y a des photos qui en attestent. Enfin, ils me passent les mains par-dessus l'épaule et les bras par-dessus l'épaule, et on a vraiment des relations très rapides, très fugitives, mais très fortes en même temps, avec la difficulté de la langue, parce que je ne parle pas le russe. Eux parlent tous tadjik, pamiri et russe, mais aucune de ces langues ne m'est familière. Mais on arrive toujours à avoir des contacts par le regard, par les échanges de photos sur le téléphone. Enfin, on trouve toujours des moyens de communiquer, et c'est très, très profond, très sincère à chaque fois. Merci Pascal. Un dernier mot pour ceux qui voudraient en savoir plus justement sur cette expédition. Rendez-vous les 30 novembre et 1er décembre à Sablé. Vous ferez une conférence à la salle Microfolie, l'ancien Palace Carnot. Et je n'appelle pas ça une conférence parce que je n'ai pas prétention. C'est un récit de voyage. Bon, voilà, comme vous avez fait un peu de teasing ce soir avec nous. Voilà. Et merci en tout cas de nous avoir fait partager ce bon moment et ce beau voyage visiblement. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine du côté de Neuchâtel en Saônois. Bonne fin de soirée.